Alors avant de revenir au changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire en France et aux scénarios d'avenir dans lesquels peut s'inscrire cette économie sociale et solidaire, je crois que c'est utile également de faire pas simplement le détour historique, mais un autre détour, le détour international, puisque aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, c'est l'appellation officielle, elle peut être différente suivant les pays, c'est répandu, c'est diffusé, hein, et je crois que ça c'est quelque chose dont il faut tenir compte, hein, c'est aussi une indication sur le fait que nous ne sommes plus uniquement dans ce dualisme marché-État qui a tellement marqué le XXe siècle. Il y a une ouverture vers l'économie sociale et solidaire, mais cette ouverture, elle peut prendre des formes bien différentes. Et je crois qu'il faut regarder un petit peu les formes qu'elle prend dans différents contextes nationaux pour justement essayer là aussi d'utiliser ce qui se fait ailleurs pour enrichir le débat qui se fait dans notre pays. Je vais prendre deux exemples. Les exemples d'un certain nombre de pays d'Amérique du Sud et les exemples de pays européens. Commençons par l'Amérique du Sud. Là, je vais me baser sur un travail qui a été fait par José Luis Coraggio, économiste argentin très connu dans l'ensemble de l'Amérique du Sud, qui a essayé de faire une première comparaison entre les formes d'institutionnalisation de l'économie sociale et solidaire dans 7 pays d'Amérique du Sud. Et je vais prendre 3 cas qui sont des cas un petit peu contrastés. En Argentine, la politique d'économie sociale qui s'est mise en place est en fait réduite à une politique d'insertion. On utilise l'économie sociale pour essayer de remettre sur le plan de la légalité, de remettre dans des expériences qui peuvent être des expériences coopératives des personnes qui étaient antérieurement au chômage. Donc là, on voit que l'on a une vision de l'économie sociale qui est une vision que l'on a connue aussi en France, qui restreint l'économie sociale et solidaire principalement à l'insertion, qui en fait un outil pour remettre au travail des gens qui ont été exclus du marché de l'emploi. On a une trajectoire très différente dans un pays voisin comme le Brésil. Ce qui est intéressant au Brésil, c'est que la montée de l'économie solidaire est indissociable de ce qui s'est passé au Forum social mondial dans la première partie du XXIe siècle. C'est en effet au Forum social mondial que se constitue le Forum brésilien d'économie solidaire, c'est-à-dire un regroupement d'expériences de la société civile. On voit qu'on n'est plus dans une décision qu'a pris l'État d'implanter, comme en Argentine, une politique d'économie sociale. On voit que l'on est dans une prise de conscience et dans une organisation collective des initiatives de la société civile qui se revendiquent de l'économie solidaire et qui vont faire la proposition à Lula lors de sa première élection, c'est d'avoir un ministère de l'économie solidaire. En fait, leur proposition sera pour l'essentiel acceptée, avec la nomination comme secrétaire d'État à l'économie solidaire de la personne qui avait été proposée par les réseaux, une personnalité tout à fait emblématique et remarquable, Paul Singer, qui est l'un des créateurs du Parti des travailleurs et qui va devenir, pendant l'ensemble des gouvernements de PT, le secrétaire d'État à l'économie solidaire. Et ce secrétaire d'État à l'économie solidaire, il va être très attentif à constituer aussi une instance consultative qui est l'émanation du Forum brésilien d'économie solidaire et qui va essayer de co-construire les politiques publiques d'économie solidaire avec le nouveau secrétariat d'État. Donc là, on a une tentative de co-construction des politiques publiques. Donc on essaye de faire que l'économie solidaire ne soit pas simplement une nouvelle politique qui s'ajoute aux autres, mais une nouvelle façon de concevoir l'action publique également. Alors, cette expérience va être menée avec un certain nombre d'aléas. Par exemple, avec la présidence de Dilma Rousseff, il va y avoir la proposition d'intégrer le secrétariat d'État à l'économie solidaire dans un ministère de la micro-entreprise, et ça va entraîner une protestation très vigoureuse des acteurs de l'économie solidaire qui vont dire « nous ne sommes pas des micro-entreprises seulement, nous avons des activités économiques, mais nous sommes aussi un mouvement social ». Donc ça renvoie bien à cette question de ce que l'économie solidaire d'aujourd'hui n'est pas simplement
une somme d'entreprises collectives, elle est aussi un mouvement social. Et ceci a été évidemment mis en évidence par les acteurs de l'économie solidaire brésilienne. Cette expérience de soutien au niveau national, qui a été très forte pendant plus d'une dizaine d'années, s'est évidemment terminée avec ce qui s'est passé sur le plan politique au Brésil, c'est-à-dire le remplacement de Dilma Rousseff, puis maintenant l'élection de l'extrême droite. Et heureusement, il y a tout un ensemble de collectivités locales et régionales qui continuent des politiques d'économie solidaire, mais dans un contexte qui est beaucoup plus conflictuel et hostile qu'il ne l'était précédemment. Il y a une autre expérience, ou plutôt deux autres expériences qui méritent d'être citées, parce que si l'économie solidaire n'a pas réussi véritablement au Brésil à influer sur la vision que portait le gouvernement pétiste de l'ensemble de l'économie, qui est restée une vision assez habituelle, on a eu d'autres changements qui ne sont pas sans importance par rapport à la question qui est la question aujourd'hui centrale de la transition écologique. Nous avons deux pays dans lesquels il y a eu une nouvelle constitution qui a été adoptée en 2008, la Bolivie et l'Équateur. Dans les deux cas, l'idée, c'est que nous ne pouvons plus, parce que le développement économique ne peut pas être une expansion sans fin dans une planète limitée, nous ne pouvons plus nous baser sur la croissance maximale comme étant le thermomètre qui témoigne de la bonne santé de l'économie. Il est important de changer le thermomètre pour pouvoir changer la manière dont on considère l'économie. Et donc, ce que vont proposer ces deux nouvelles constitutions, c'est d'avoir un autre objectif collectif que la croissance maximale qui a été si décisive pendant l'ensemble du XXe siècle, et d'adopter face à l'ampleur du changement climatique et à la question écologique, une nouvelle façon d'aborder l'économie qui la situe dans une finalité qui est celle du bien vivre pour toutes et tous. Alors, ce bien vivre s'inspire aussi d'un certain nombre de philosophies indigènes qui, à cet égard, sont revalorisées dans la période contemporaine. Et ça aussi, c'est un mouvement qui est tout à fait intéressant à observer de plus près. Mais ce que nous disent ces constitutions, c'est qu'il est aujourd'hui indispensable d'organiser l'économie dans la perspective d'un bien vivre pour toutes et tous. Et c'est à ce moment-là que ces constitutions combinent cette finalité avec un moyen qui est celui de l'économie plurielle. Et elles montrent dans le texte constitutionnel qu'il n'est plus suffisant d'avoir un secteur privé et un secteur public. Il est nécessaire de reconnaître tout un ensemble de formes d'économie populaire, de formes d'économie communautaire, si on prend les termes boliviens, d'économie populaire si on prend les termes équatoriens, et de faire que ces économies puissent être prises en compte par les politiques publiques afin qu'elles deviennent des économies sociales et solidaires. Donc là, on a une nouvelle façon de penser l'économie, et l'économie sociale et solidaire sert à étendre finalement les formes légitimes d'économie, à reconnaître des formes d'économie qui étaient jusqu'alors non prises en compte, invisibles, pour les intégrer dans des politiques publiques qui soient plus inclusives. L'idée de ces constitutions, et je crois qu'en cela, elles font partie aujourd'hui du patrimoine mondial et ne sont pas uniquement des expériences qui sont menées dans deux pays isolés, c'est le fait qu'elles considèrent que si nous ne démocratisons pas l'économie, si nous ne permettons pas à ce que l'économie soit plus inclusive, à ce moment-là, nous ne pourrons pas préserver la démocratie. Et c'est ça qui, je crois, fait écho par rapport à la montée des extrêmes que l'on constate aussi bien en Amérique du Sud qu'en Europe, c'est que l'économie sociale et solidaire peut avoir un rôle si justement elle permet de démocratiser l'économie. Donc ça, c'est pour des expériences sud-américaines dont on voit qu'elles peuvent être très différentes.
on parle d'économie sociale et solidaire, mais à travers l'économie sociale et solidaire, ce sont des façons de l'envisager qui sont mises en exergue en Argentine à travers une économie sociale d'insertion, au Brésil à travers une économie solidaire qui reste marginale dans le modèle économique dominant, à travers ce qui a été admis en Équateur et en Bolivie. On a beaucoup plus une tentative, même si elle n'est pas aboutie, de remettre en cause le type de développement économique antérieur et de fonder un développement qui soit un développement plus au service des populations et des territoires. On voit aussi que l'économie sociale et solidaire est de plus en plus reconnue dans un certain nombre de politiques publiques en Europe, et c'est vrai que c'est principalement dans les pays de l'Europe du Sud qu'est reconnue l'économie sociale et solidaire, ce qui, au niveau européen, nous pose un problème parce qu'il ne faudrait pas que cette économie sociale et solidaire soit exclusivement identifiée à un problème à une modalité économique de l'Europe du Sud. C'est pour ça qu'il est très important de voir quelques débats comme ceux qui sont menés aujourd'hui dans le Parti social-démocrate danois, qui essayent de réfléchir sur comment est-ce qu'une économie solidaire pourrait venir enrichir l'approche social-démocrate traditionnelle et permettre finalement à ce que cette approche social-démocrate traditionnelle puisse trouver un second souffle. Mais on voit bien que la plupart des expériences intéressantes en matière de reconnaissance de l'économie sociale et solidaire, c'est fait dans les pays du Sud, Portugal, Espagne, France, Italie, et que dans un certain nombre de ces pays, c'est plutôt les reconnaissances au niveau local et régional qui sont innovantes plutôt que les reconnaissances au niveau national. Prenons l'exemple de ce qui se passe en Espagne et particulièrement d'une municipalité qui essaye aujourd'hui de vraiment intégrer l'économie sociale et solidaire à ses politiques, la municipalité de Barcelone. On voit que là, il y a toute une co-construction qui se fait au niveau local d'une action publique en faveur de l'économie sociale et solidaire et qui permet véritablement d'intégrer les réseaux dans la conception de politiques publiques au niveau local. Donc on voit bien que l'on a différents modèles d'économie sociale et solidaire qui sont mis en œuvre dans différents contextes. Ces contextes peuvent nous éclairer aussi sur les choix à faire dans le cadre de ce fameux changement d'échelle en France. Donc je pense qu'il est temps de revenir maintenant aux formes que peut prendre ce changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire en France.